Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Elle fut la grande passion des Français à la fin du 19e siècle et dans la première décennie du 20e. Surnommée la Fée verte, elle a scindé l'opinion publique en deux camps inconciliables, les pros et les antis. Elle a été la compagne d'innombrables artistes, qu'ils soient peintres, écrivains ou chansonniers. Elle a brisé des ménages et fait la fortune de Pontarlier. Mais qui est-elle ? L'absinthe, bien sûr, car cette boisson est bien plus qu'un simple apéritif consommé selon un cérémonial précis. Jusqu'à son interdiction en 1915, elle fut un sujet de débat, autant chez les spécialistes que chez les consommateurs. Préparez vos carafes d'eau bien fraîches et vos cuillères à sucre pour un retour sur l'histoire d'une boisson pas comme les autres. En compagnie d'Éric Labaille, professeur et docteur en histoire, nous allons donc boire une absinthe. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric Delaunay, à votre santé. À votre santé. Alors on va commencer par une histoire un peu lointaine. L'absinthe, c'est pas une histoire qui date du 19e siècle, elle est connue depuis très longtemps. C'est une histoire qui remonte à l'Antiquité en fait, mais dans sa version contemporaine, c'est beaucoup plus récent puisque ça date des alentours de la Révolution française. Sous l'Antiquité, on connaît l'armoise absinthe, qui est une plante que l'on utilise sous forme d'infusion, notamment dans du vin. Alors, de l'infusion d'une plante dans du vin, ça nous rappelle le vin Mariani, qui est une gloire, une gloire française. Et donc elle est connue pour ses vertus liées à l'appareil digestif et urinaire. Donc elle serait vermifuge, elle faciliterait la digestion, etc. Et au XVIIIe siècle est créé ce que l'on appelle à l'époque l'élixir d'absinthe, c'est-à-dire une version... Pardon ? Et donc là, on se rapproche de la Suisse Voilà, et de Pontarlier. Exactement, donc une version distillée de l'absinthe qui, selon une légende, parce que alors les origines sont extrêmement confuses, aurait été développée par un médecin comtois exilé en Suisse, le docteur Ordinaire, et qui est à l'époque encore une préparation pharmaceutique pour soigner les problèmes de la vessie. Alors c'est comme le Coca-Cola qui était à l'époque, ça servait de médicament et c'est devenu une boisson populaire. L'absinthe fait partie de ce genre de... Exactement. Et il faut aller sur la Suisse, donc comme vous disiez, avec deux sœurs, les demoiselles Henriot, qui seraient approprié le procédé de fabrication et qui l'auraient exploité juste de l'autre côté de la frontière. Et c'est là qu'un distillateur de Pontarlier, Henri-Louis Pernot, un nom appelé à un grand avenir, leur propose de commercialiser leur préparation. Alors les premières ventes sont satisfaisantes et les locaux initiaux qui sont à Couvet en Suisse s'avèrent trop petits. Donc on va se délocaliser et en 1805 est fondée une première usine à Pontarlier. C'est aussi pour échapper aux droits de douane. Alors, bien entendu, lorsqu'on a des activités transfrontalières, il y a toujours une arrière-pensée liée à la douane. Il n'y a pas Trump, mais on est déjà dans ces histoires d'alcool sans taxe. Tout à fait, oui. Ah donc, cette usine en 1805, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un atelier, puisqu'on produit 16 litres d'élixir d'absinthe par jour. Ce n'est pas du tout une production industrielle. Quelques années plus tard, en 1884, on en est quand même à 8600 litres quotidiens, et les productions ne font que croître dans les années suivantes. Il faut dire que cette usine Pernod de Pontarlier a certaines particularités. On est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un management moderne, si ce n'est paternaliste, ce qui est très dans l'esprit de l'époque. Et les fils de Pernod, qui ont repris l'établissement, ont une politique sociale très avancée. Donc, par exemple, une caisse de retraite existe pour les ouvriers, des assurances contre les accidents, mais
Peut-être plus anecdotique, mais très caractéristique, la journée de travail prévoit des pauses avec l'autorisation de boire un verre d'absinthe. Alors Ah, bah pour les ça. femmes, attention, c'est un verre de vin, pas un verre d'absinthe, hein. Mais pour les hommes, on peut prendre de l'absinthe et on organise aussi des excursions récréatives en Suisse. Donc une entreprise à la fois prospère et avancée d'un point de vue social. Prospère grâce à son implantation à Pontarlier, non loin de la grande ligne PLM, qui lui permet de disperser sa production sur l'ensemble du territoire. Oui, bien entendu, le développement des chemins de fer, bon, la région de Pontarlier n'est pas la seule en France à connaître ça. Le développement des chemins de fer va considérablement développer les activités locales, les productions locales et les faire connaître très largement au-delà des frontières de leur région d'origine. Mais il y a un autre phénomène qui permet à l'absinthe de conquérir des marchés très très largement éloignés de la Franche-Comté, c'est la conquête de l'Algérie. Eh oui, l'Algérie est un beau pays, comme dit Enrico Macias, mais en Algérie, les approvisionnements en eau sont problématiques. Et lorsque vous êtes dans un climat semi-désertique ou, dans le meilleur des cas, méditerranéen, et que vous manquez d'eau, vous avez tendance à aller à la fontaine du coin, remplir votre gourde. Et pour désinfecter cette eau, l'armée, dès les années 1830, recommande de verser quelques gouttes d'élixir d'absinthe dans la gourde de manière à apporter l'alcool nécessaire à la désinfection de l'eau. Et il faut croire que les militaires y ont pris goût, puisque les militaires participant à la conquête de l'Algérie, en rentrant en France, ont pris l'habitude de goûter cet apéritif au goût anisé et de le goûter de moins en moins délayé, on va dire, hein, selon un cérémonial que tout le monde connaît. Enfin, je vais peut-être le décrire Qui rapidement, hein. fait partie Ah, de la légende du produit. ça fait partie intégrante de la légende du produit. Donc, vous versez l'élixir dans votre verre, un verre évasé, sur lequel vous posez une cuillère plate ajourée. Sur cette cuillère, vous posez un sucre et vous versez délicatement l'eau sur le sucre de manière à faire fondre le sucre au fur et à mesure de son irrigation et que le sucre coule dans l'apéritif. Bon, faut pas mettre trop d'eau, faut garder un taux d'alcool suffisant, mais c'est un équilibre très très instable, sachant que l'absinthe, la liqueur d'absinthe sort à des degrés compris entre 65 et 67 degrés. Peut-être moyen de mettre de l'eau. Aujourd'hui, les absinthes produites sont beaucoup moins fortes, elles sont aux alentours de 50-55, mais ce rituel du goutte à goutte sur le sucre est une image importante de la France de la fin du 19e siècle. On ne peut pas imaginer une terrasse de café sans voir quelqu'un en train de verser prudemment de l'eau sur son sucre et son absinthe. Et donc associé à des peintres, à des artistes. Bah, elle est célébrée par les artistes maudits qui vantent ses propriétés propres à faire oublier les tourments de ce monde, propres à faire s'envoler vers vers des imaginaires. Baudelaire notamment. Baudelaire, bien sûr, et tous ces courants intellectuels de la fin du 19e siècle vont vanter l'absinthe. Alors ça ne va pas sans le retour de bâton, puisque aux poètes et à tous les artistes qui vantent l'absinthe et à tous les consommateurs réguliers, puisqu'à la fin du 19e siècle, c'est devenu le principal apéritif français. Bien avant le Porto, bien avant même le vin commence à souffrir de la concurrence de l'absinthe, hein. Et donc face à cet engouement, des ligues contre l'alcoolisme vont se mobiliser et dire non, l'absinthe est un poison. Parce que il y a des contrefaçons, parce qu'il y a l'alcool officiel par Pernod. Alors en 1885, hein, il peut stocker jusqu'à 500 000 litres d'absinthe, 400 000 litres d'alcool pur. Ils vendent son produit dans des publicités. En 1897, ils vendent cette usine de Pontarlier, qui est la plus grande fabrique d'absinthe du monde entier. Du monde entier. Du monde entier, monsieur. Mais il y a des contrefaçons. Alors l'histoire de l'absinthe est une histoire juridique également, oui, parce que les contrefaçons sont nombreuses et une des contrefaçons est particulièrement dramatique puisqu'elle est le fait de la famille Pernod. Et c'est pas les Pernod de Pontarlier, ce sont des Pernod du Vaucluse qui, à partir de 1872, fondent eux aussi une entreprise de fabrication d'absinthe. Donc on imagine les confusions sur lesquelles les uns et les autres vont jouer allègrement. Ça va se ponctuer de procès, ça va se ponctuer d'articles extrêmement venimeux dans la presse où les uns disent que les autres ne sont pas les vrais et qu'il faut se méfier des contrefaçons. Vous imaginez le contexte. Et oui, effectivement. Et vous ajoutez à ça des petits malins qui font de l'absinthe dans des conditions
à la fois d'hygiène et de qualité de fabrication assez douteuse. Effectivement, c'est une nébuleuse, hein, le monde de l'absinthe, qui ne se limite pas ni à Pontarlier, ni aux entreprises Pernod. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et avant qu'on rentre dans cette question de la légalisation et de l'interdiction de l'absinthe, il y a quand même un drame qui va permettre un progrès scientifique. Nous sommes le 11 août 1901. Oui, alors le bulletin météo du 11 août 1901 n'est pas très reluisant pour la Franche-Comté, puisque c'est une journée orageuse et que l'orage est violent, localisé notamment sur Pontarlier, et la foudre s'abat sur les usines Pernod. Immédiatement, un incendie se déclare. Alors, vous imaginez l'ampleur d'un incendie dans une entreprise qui stocke plusieurs centaines de milliers de litres d'alcool pur. C'est une catastrophe absolue. 3 millions de litres de liquide alcoolisé de toute catégorie sont stockés dans les locaux de l'entreprise. Explosion. Alors, on a des explosions, on a des foudres non, des foudres, les grandes barriques, hein, je parle, ça c'est pas la foudre qui est tombée, ce sont les foudres, les barriques, qui explosent, et il se dit qu'un ouvrier aurait vidé volontairement des cuves d'alcool pour éviter qu'elles soient touchées par l'incendie. Et donc cet alcool Va se déverser. va se déverser, voilà, dans les rues et va finir dans le Doubs. Et des témoins racontent que cet alcool, ce flot d'alcool qui va aller dans le Doubs, a pris feu en coulant, et que c'est une rivière de feu qui se répand dans les flots du Doubs. Donc le sinistre parvient à être circonscrit. On arrive quand même à sauver, la comptabilité de l'entreprise, ce qui est quand même pratique, et 3000 caisses sont intactes. On est sauvé. Bon, ça c'est le fait divers. Mais le fait divers, il va avoir une conséquence assez étonnante, puisque on considère que 1 million de litres à peu près ont filé dans les flots du Doubs. Et quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, le village d'Ouan, au-delà de Pontarlier et même dans un autre bassin versant, voit avec surprise la Loue, donc la rivière locale, les sources de la Loue, qui prend une drôle de couleur. Une drôle de couleur, et qui commence à sentir l'anis avec une couleur jaune verdâtre. Bon. Alors l'observateur principal de ce phénomène, c'est une ironie du sort, c'est le fils d'un grand savant de l'époque, dont beaucoup de rues portent le nom aujourd'hui en France, Marcellin Berthelot, qui observe ce phénomène étrange, et qui fait analyser les échantillons qu'il prélève dans la Loue. Et cette découverte de l'absinthe dans le cours de la Loue met en évidence un phénomène qui est un phénomène technique un petit peu compliqué, c'est la présence de ce qu'on appelle des diaclases, c'est-à-dire des communications entre le bassin du Doubs et le bassin de la Loue, qui théoriquement ne communiquent pas l'un avec l'autre, mais par le jeu de la géologie complexe de la région, eh bien ces deux bassins finalement communiquent. Alors des expériences avaient déjà été menées en mettant des colorants chimiques dans les flots du Doubs, mais elles n'avaient pas été concluantes. On savait qu'il y avait des passerelles entre les deux cours d'eau, pardon, mais ça n'avait jamais été mis en évidence de façon aussi éclatante qu'avec cet incendie et le déversement d'absinthe dans le Doubs, et ensuite après dans la Loue. Et donc, en décembre 1901, l'Académie des sciences de Besançon conclut ainsi: il est aujourd'hui établi de façon certaine que depuis Pontarlier jusqu'aux environs de Remonot, le lit du Doubs présente de nombreuses diaclases par lesquelles s'infiltre une grande partie de ses eaux. Et oui, tout à fait. Donc, on a Newton avec sa pomme, on a beaucoup d'exemples de découvertes scientifiques majeures qui proviennent d'événements fortuits, mais là, en l'occurrence, on en a un, et un très documenté, qui va permettre de mieux connaître la géologie de la région et de mieux comprendre le cours souterrain des eaux du Doubs. Vive l'absinthe! Vive l'absinthe! Ouais. Vive Pontarlier!
Mais c'est pas du goût de tout le monde. Oh non, donc je disais tout à l'heure que des ligues de plus en plus puissantes anti-alcooliques ont levé les boucliers contre l'absinthe. Dans la presse de la Troisième République, c'est quasiment quotidien. Des articles contre l'absinthe, des articles pour défendre l'absinthe, des pamphlets, des livres entiers dédiés à l'absinthe pour expliquer que finalement l'absinthe est un alcool aussi bon que les autres et que finalement, si on ne veut pas en être malade, il ne faut pas en consommer démesurément, paraissent, mais tous les jours. C'est quelque chose dont on peut difficilement se mesurer l'ampleur aujourd'hui. Mais il y a un constat, c'est que l'absinthe rendrait fou. Au-delà des effets néfastes de l'alcool, de l'alcoolisme, des effets néfastes sur le foie, sur la santé générale liés à l'alcool en général, il y aurait une spécificité de Des l'absinthe, substances particulières. des substances particulières. Alors, je dois vous avouer que c'est un peu nébuleux, ces substances particulières. On a incriminé beaucoup de choses, hein. On a incriminé les procédés de macération à froid. On a incriminé le méthanol. On a incriminé les huiles amyliques. On a incriminé les propriétés hallucinogènes de la tuyonne. Tout un tas d'hypothèses ont été formulées sans que finalement se dégage un véritable consensus sur les raisons de l'aspect néfaste de l'absinthe. Toujours est-il que le 16 mars 1915, on est en pleine Première Guerre mondiale, l'absinthe est finalement interdite de consommation sur le territoire français. Et là, pour Pontarlier, c'est le drame. Donc. C'est une catastrophe parce que toute l'activité économique de l'absinthe à Pontarlier, qui, je le rappelle, ne concernait pas que l'absinthe elle-même, puisque vous avez les activités induites, les transports, tout ce qui concerne la création de tonneaux, de tonnelleries, tout ça, c'est quelque chose qui était très important à l'époque. Et c'est remis en cause. Donc, certains petits malins vont pouvoir rebondir assez rapidement. C'est le cas des Pernod du Vaucluse qui vont remplacer l'absinthe par de l'anis. C'est le cas ensuite des Comtois qui vont à leur tour essayer de travailler l'anis, mais qui finalement ne parviendront pas à se réimposer sur le marché et devront se faire finalement Racheter, absorber hein. par les Pernod du Vaucluse. Et dans les années 1920, un certain Paul Ricard va inventer une boisson un peu dérivée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boisson un peu jaune. Bon, bref. Et donc là, on est du côté de Marseille Et et là, non on plus est de du côté de Pontarlier. Marseille, ça n'a plus rien à voir avec Pontarlier, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la consommation d'absinthe que je décrivais tout à l'heure, ce rituel avec le verre, avec la cuillère, le sucre, va perdurer très longtemps. Moi, je me souviens, je suis pas vieux comme Mathusalem, mais déjà j'ai un certain âge et je Votre me passé d'alcoolique. Pardon. alors non, mais ça, c'est un passé d'observateur, ça. Je me souviens dans ma jeunesse de voir les vieux dans mon village aller au café et sur un Pernod ou sur une liqueur d'anis, continuer le rituel de la cuillère et du sucre, hein. C'était quelque chose qui a perduré jusque dans les années 70. Même si l'absinthe était interdite, le rituel a été perpétué par les gens qui avaient connu cette époque-là. Et donc, on a une renaissance quand même de l'absinthe en 1988. Oui, parce qu'on a changé des procédés de fabrication. On a prouvé que la nouvelle absinthe, enfin l'absinthe telle qu'on peut la fabriquer actuellement, était saine, ne présentait plus les effets hallucinogènes. Alors, on a simplement essayé de retirer la tuyonne qui était un des éléments incriminés, mais pas le seul, hein. Et la production a recommencé. Et depuis 2014, on a à nouveau, et ça je ponctue cette phrase-là, parce que c'est une véritable renaissance, la création d'un label absinthe de Pontarlier, la boucle est bouclée. Cette absinthe qui avait fait les beaux jours de Pontarlier au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, eh bien elle est revenue sur le marché, elle a recommencé sa vie maintenant, mais il lui reste plus qu'à reprendre le cours de sa conquête des apéritifs français. Cette histoire nous ramène sur notre tolérance ou notre intolérance aux substances, effectivement, qui ont des conséquences sur la santé, mais aux conséquences aussi hallucinogènes, à notre rapport aux drogues. On voit bien que c'est lié à des cultures, à l'économie, et que c'est variable dans le temps et que ça évolue sans arrêt. Donc, la législation vis-à-vis des alcools et des drogues diverses et variées, effectivement, change d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre.
Oui, tout à fait, oui. Et je pense que même si le rapport entre les 2 n'est pas forcément évident puisque les phénomènes sont très longs, mais le fait que la loi d'interdiction de l'absinthe ait été prise pendant la Première Guerre mondiale n'est pas anodin. La Première Guerre mondiale, c'est aussi une période pendant laquelle on veut contrôler les consommations, d'alcool des uns et des autres. On veut essayer de limiter la consommation des uns et de favoriser celle des autres, hein, suivez mon regard. Et Ouais, donc monter au front voilà, le petit avec. goutte de gnôle avant de la petite goutte de gnôle avant de monter au front est toujours appréciée. Voilà, là encore, oui, c'est lié à l'époque, c'est lié à la façon dont l'époque regarde des produits qui jusqu'à présent étaient, considérés comme parfaitement acceptables. Eh bien, merci Éric Labaille pour ce voyage à Pontarlier et à travers l'absinthe. Nous rappelons que vous pouvez retrouver ces événements et bien d'autres événements encore à travers votre livre Grande date de Franche-Comté. Merci Éric Labaille. Merci Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icyenregion.fr.